J'ai besoin d'un petit peu extérioriser tout ça. Ça va parler de création sur internet. Euh, je sais pas trop comment le dire sans que ce soit trop lourd. Je ne sais pas non plus si vraiment ça va intéresser des gens, mais pour moi c'est quand même un sujet essentiel parce que notamment bah, c'est une partie de mon travail en fait. Et en plus je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé au quotidien et qu'on se rend, voilà que je vais dire, les gens ne se rendent pas forcément compte de l'importance de ces choses. Donc aujourd'hui on va parler création. Désolé, la vidéo ne sera peut-être pas hyper drôle. J'ai pris un article pour le contexte. Et en fait, pour ceux qui l'ignorent, hein, moi je suis créateur de contenu en partie. Euh, donc je suis assistant réalisateur dans une boîte de production qui fait des publicités. Et à côté de ça, moi, j'essaye de percer dans le divertissement, mais principalement, voilà, sur Twitch, avec les lives en direct. Avant ça, j'étais sur YouTube, j'ai fait des vidéos sur YouTube, voilà, enfin, j'ai fait quelques trucs par-ci, par-là. Et en fait, aujourd'hui, voilà, ça va faire, je sais pas, moi, à peu près un an et demi maintenant, quelque chose comme ça, que j'essaye intensivement de trouver, je vais dire comme ça, mais des sources de financement, des sources de revenus pour mes créations, justement, sur Internet. Alors la grande difficulté dans la création, c'est qu'en fait, ce qu'on se rend pas forcément compte, c'est que quoi que vous fassiez, le prix sera élevé. C'est-à-dire que pour créer quelque chose de qualitatif, il faut prendre le temps, y mettre du coup l'argent aussi, puisqu'il faut souvent le matériel qui va avec, qui suit. Il faut aussi parfois les gens qui travaillent avec. En l'occurrence, moi j'ai la chance d'être assisté par quelqu'un sur ma chaîne Twitch, qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est graphisme, etc. Et en fait, justement, en fait, ce qu'on se rend pas forcément compte, c'est qu'un événement, qu'on le fasse avec, je vais dire, un public de 1000 personnes ou un public de 2 personnes, bah, cet événement, il coûtera à peu près la même chose, en fait. Ça coûtera à peu près la même chose. Ce qui va changer, en fait, c'est que plus tu as d'argent et plus tu vas être confortable dans la manière de faire. Et donc, mieux encore, tu pourras faire les choses. Mais quand tu fais quelque chose à ton propre niveau tout seul, ben voilà, ça prend du temps, ça demande des contacts, ça demande de prendre en fait plusieurs casquettes aussi. Et donc de faire plusieurs métiers à la fois. Et en l'occurrence, ben moi par exemple, voilà, je suis sur ma chaîne, je suis casteur, mais je suis aussi producteur en fait, hein. Je suis aussi monteur, je suis aussi réalisateur, je suis aussi cadreur, je suis voilà. Et bien que tout ça, ça puisse sembler pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier, que ça puisse sembler un peu basique et peut-être un peu normal et un peu classique, en fait, ce sont vraiment des choses, ce sont vraiment des métiers à part. Ce sont vraiment des métiers qui existent parce que, effectivement, ce sont des spécialités. C'est un peu comme je vais dire, dans une société, quand vous avez plusieurs pôles, hein, vous avez par exemple le pôle compta qui n'est pas du tout la même chose que le pôle marketing, quoi. Euh, et, euh, et en fait, donc c'est assez compliqué déjà de faire des choses originales et des choses créatives. On essaye de le faire au mieux. On propose notamment, nous, des streams, par exemple, où on fait jouer le chat en direct. On fait des streams, par exemple, jeux de société. On a fait aussi des streams, on a essayé de faire des compétitions. On a été aussi on a fait des lives IRL voilà, dans des studios qui nous ont prêté leur studio, etc. Mais voilà, rien que la location d'un studio comme ça, normalement, par exemple, c'est 1500 euros. Donc je vous dis pas les prix qu'il faut sortir en fait. Ça coûte vite très cher. Et en fait, c'est pour ça que je veux un peu le sortir, hein, et peut-être que ça vous intéressera pas, je ne sais pas, mais je peux pas trop le dire sur ma chaîne Twitch parce que j'essaie de garder une bonne humeur et j'ai pas trop envie d'ennuyer les gens avec ça. Donc on va dire que voilà, je me sers un petit peu de cette chaîne comme exutoire. Mais en fait, ce qui est très triste, c'est qu'en fait, ça fait un an et demi qu'on cherche des financements. Franchement, j'ai dû contacter, je sais pas moi, une cinquantaine ou une centaine de sociétés, je pense, toutes à des niveaux divers, hein, je veux dire, toutes avec des grandeurs divers. Il y en a qui sont très grandes, il y en a qui sont très petites.
Et en fait, ce qui est très triste, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la seule source de financement, ce sont ces entreprises. Parce que alors qu'avant, on avait justement des producteurs qui s'occupaient non seulement de trouver éventuellement, je vais dire comme ça, mais des boîtes de production en fait, hein, ou des gens des investisseurs en fait, pour le projet et qui chercheraient à créer du contenu en fait, hein, et peut-être le publier. Aujourd'hui, c'est plus comme ça en fait. Aujourd'hui, c'est vous-même qui devez aller chercher auprès de gens les financements, qui vous devez le faire vous-même, et en plus, vous devez le faire auprès de sociétés pour leur proposer de la publicité. Et donc ça, en fait, c'est un peu à double tranchant. Parce que d'un côté, c'est très chouette, parce que ça permet aussi d'avoir beaucoup plus, parfois, de liberté quand ça marche. Quand ça marche, vous pouvez littéralement aller voir n'importe quelle société, et en fonction de ce que vous allez faire comme contenu, vous dire « Ah bah tiens, cette société, elle pourrait être intéressée, etc. » Et comme j'ai des bons chiffres, probablement qu'elle sera d'accord de mettre un peu d'argent. Mais en fait, quand on débute, surtout en Belgique, où je soupçonne un peu les algorithmes d'être biaisés, puisqu'en Belgique, vous le savez, on a deux langues, même trois, et donc je pense que les algorithmes étant aussi basés sur la géographie parfois, bon, c'est qu'une supposition, hein, ça n'a peut-être rien à voir, mais en fait, j'ai l'impression qu'en Belgique, on se fait vraiment avoir parce que du coup, en fait, il y a des gens qui vont forcément pas rester sur les vidéos, par exemple, parce que ils parlent pas français. Et du coup, moi, par exemple, si je tombe sur une vidéo en néerlandais, je vais pas la regarder, quoi. Et il faut savoir que, par exemple, dans les tendances en Belgique, on peut avoir un mélange de vidéos français et de vidéos néerlandophones avec des vidéos anglaises, par exemple. Donc, donc voilà, ce qui est beaucoup plus rare quand j'ai vu un peu les tendances en France, c'est beaucoup plus rare. Donc du coup, je soupçonne un peu l'algorithme d'être biaisé, mais va savoir, évidemment, on ne sait pas, on ne sait pas ce que pensent les algorithmes, on ne sait pas comment ils trient. Ce qui est d'ailleurs un autre problème aussi, hein. C'est un peu comme si vous étiez, vous savez, c'est un peu comme si vous étiez jugé en fait, mais vous ne saviez pas sur quels critères. Et on pourrait dire oui, mais de toute façon, un artiste, il ne sait jamais sur quels critères il est jugé. C'est vrai et en même temps c'est faux, parce qu'on peut toujours regarder un petit peu ce qui est à la mode et se dire ah ben tiens, ok, ça marche plutôt bien, je vais faire ça. Mais là, le problème de YouTube, c'est qu'il ne se base pas sur le contenu, il ne se base pas sur, voilà, je veux dire, la forme ou le fond. Il se base littéralement que sur des chiffres, et ces chiffres ne représentent pas ce que les gens aiment bien ou n'aiment pas, et ce qui pourrait fonctionner ou pas. C'est un peu, finalement, plus aléatoire qu'autre chose. Et il met beaucoup en avant le contenu peu travaillé et rapide à faire. Donc, du coup, voilà, en fait... moi, j'en suis sur un point sur ma chaîne où en fait, ça va faire 1 an et demi qu'on le fait un peu bénévolement. Je dis bénévolement, mais c'est presque où on paye en fait pour travailler. Et parce que en fait, l'argent qui sort, c'est principalement le mien, de mon métier à côté. Et donc, j'investis en fait dans mon propre stream une partie de mon argent. Et en fait, c'est extrêmement complexe parce que justement, on se retrouve avec des marques qui nous jugent seulement par les chiffres et pas seulement par le concept. Alors le problème en fait aujourd'hui, c'est que on se retrouve avec en fait, on n'est plus dans le YouTube de 2011, il y en a beaucoup qui croient que c'est encore comme ça, mais en réalité, on n'est plus dans le YouTube de 2011, on n'est plus dans le Twitch de 2013 ou même 2015. Aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, il y a des grosses pontes en fait dans le milieu et qui, de manière totalement involontaire, c'est absolument pas leur faute et je leur jeterai évidemment jamais la pierre, hein, parce qu'en plus, voilà, il y en a que j'admire dans ceux-là, hein, évidemment. Donc, en fait, parmi en fait ces personnes, ils attirent en fait littéralement tout le public en fait, car les algorithmes sont surtout basés concernant ces choses-là et concernant Twitch principalement, ils mettent beaucoup en avant en fait les gros créateurs de contenu au détriment des petits que ils vont complètement baquer. Et donc être un petit créateur de contenu et se faire remarquer devient presque un exploit, plus que vraiment, on va dire, plus que vraiment un côté méritant. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, et c'est pour ça que je pense que l'artistique est de manière générale intéressante, c'est que en fait, l'artistique est toujours un peu au devant en fait de l'économie, puisque l'artistique, il faut toujours innover. On a des statuts de travail très particuliers,
Et du coup, en fait, on se retrouve toujours un peu au-devant des nouveautés économiques, notamment le freelance, par exemple, qui a été développé parmi les premiers dans les milieux artistiques, puisque c'est très pratique. Les indépendants aussi, etc. Enfin, voilà, tout ça, ça a été beaucoup pensé pour le milieu artistique aussi. Et alors que ça a beaucoup marché pour certains, et notamment au début d'Internet, ceux qui ont un peu flairé, on va dire, le bon coup, ou même pas, hein, ceux qui par hasard en fait se sont retrouvés dessus. Eh bien aujourd'hui, en fait, ils se retrouvent dans le système et ils se retrouvent en fait à attirer finalement, on va dire, toutes les nouvelles personnes, par exemple, qui vont découvrir ces contenus, ainsi que les personnes qui ne les connaissaient pas encore et qui regardaient déjà ce contenu. Et donc du coup, en fait, on se retrouve un petit peu dans une situation où on a un serpent qui se mord la queue parce que du coup, c'est eux qui font les plus gros chiffres. Donc c'est eux qui attirent les marques. Et en fait, quand on va voir une marque et qu'on lui demande des sommes totalement dérisoires, parce qu'évidemment, à mon niveau, je n'ai pas la prétention quand même de demander de me donner le budget d'un Zerator, par exemple, si vous connaissez un petit peu le streaming, ou d'un Squeezie, si vous connaissez d'ailleurs un peu le streaming ou un peu YouTube. Donc, en demandant 1000 fois moins qu'eux, on se retrouve en fait avec des noms, on se retrouve avec des refus, voilà, en fait, il n'y a même pas 1 euro qui veut bien être déboursé, je vais le dire très sincèrement. On demande parfois juste même des produits. On demande parfois juste voilà, d'investir un peu. Et on le fait, nous, sur base assez professionnelle, dans le sens où on envoie des briefs, on envoie des explications, on communique, on envoie un maximum de détails, etc., notamment budgétaires, où on essaye d'être le plus transparent possible, etc. Donc personnellement, je ne pense pas qu'on soit vraiment Voilà, je pense qu'on soit vraiment pas les pires, mais en fait, le problème, c'est qu'on fait face à des sociétés qui ne se basent plus, en fait, voilà, qui ne se basent pas, c'est normal, ce n'est pas leur métier, qui ne se basent pas, en fait, sur, comment dire, sur le fond du projet en lui-même, qui se base finalement que sur ce que ça va rapporter en termes de chiffres. Et le problème, c'est qu'en marketing, on n'apprend pas la production audiovisuelle, on apprend juste à vendre, à faire du chiffre. Et basiquement, ce qu'on apprend en marketing, c'est que bah, si tu veux payer des influenceurs, paye des gros influenceurs. Point. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, je pense, pour la création et la liberté de création sur Internet. Notamment parce que, bah, du coup, comment voulez-vous que de nouvelles idées se développent? Comment voulez-vous que de nouveaux formats se développent? Comment voulez-vous qu'il y ait une prise de risque qui existe? Et qui d'ailleurs était là au début de YouTube, en fait. Qui a été permise par YouTube, quand YouTube payait encore correctement ses créateurs de contenu. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut bien avoir conscience que, par exemple, nous, par exemple, pour faire un event, on va dire, ça peut prendre 1 mois à mettre en place. Mais pour YouTube, voilà, hein, si on le diffuse sur YouTube, ou même qu'on ait des revenus ou quoi, il faudrait faire, je sais pas moi, 100 000 vues pour espérer avoir peut-être un demi-retour sur investissement même, qui soit payé le minimum de l'investissement. Donc en fait, c'est pour moi en fait là on arrive vraiment à un stade où on se rend pas forcément compte quand on est extérieur à ça, mais même je vois les gros créateurs eux-mêmes s'en rendre compte. Il suffit d'écouter Antoine Daniel en discuter pour se rendre compte à quel point ce que je dis n'est pas complètement insensé en fait. Lui-même le dit que s'il avait sorti What the Cut aujourd'hui, jamais il aurait percé. Et je suis totalement son raisonnement. Je pense que Zerator aussi l'a déjà dit qu'aujourd'hui, s'il avait commencé à streamer, il n'aurait jamais été probablement connu. Et en fait, pour moi, ça pose de réels problèmes non seulement éthiques, mais aussi des problèmes tout court de création, parce que, en fait, et je pense que ce n'est pas... voilà, je pense que c'est ça le pire, c'est que ce n'est pas voulu. Parce que quand c'est quelque chose de voulu encore, on peut le contrer, mais là c'est un peu, voilà, c'est un peu quand même quelque chose qui nous dépasse. Un algorithme, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on ne maîtrise pas à 100%, qui décide en fait ce qu'on va regarder ou non, et qui de plus en plus en fait, bah ouais, il concentre en fait les vues auprès des mêmes personnes. Et je parle principalement sur Twitch, parce que sur Twitch, l'algorithme est vraiment beaucoup plus, je pense, sévère que sur YouTube,
Ou sur YouTube, bah oui, comme vous pouvez le constater, par exemple, il y en a beaucoup qui sont tombés sur mes vidéos dernièrement parce que j'ai pu parler notamment de Hanouna, donc d'ailleurs merci à vous. Et sur YouTube, je pense qu'il y a un peu plus, ouais, il y a un peu plus de place pour le hasard, je veux dire. Alors que sur Twitch, c'est une dinguerie comme c'est difficile en fait. C'est vraiment difficile de se faire voir, enfin voilà, je veux dire, sans investir dans la publicité ou quoi que ce soit quoi. C'est euh, c'est dingue, je trouve, le peu de personnes qui découvrent en fait, par exemple, rien que moi ce que je fais. Et c'est très difficile du coup aussi de se rendre compte si ce qu'on fait va dans la bonne ou la mauvaise direction. Surtout quand on le fait sérieusement. Nous, on essaye d'analyser nos chiffres, on essaye de comprendre qui reste et qui part. Mais quand vous avez même pas 50 personnes qui tombent sur votre live, comment voulez-vous savoir si votre live est bon ou pas? C'est impossible sur un échantillon si faible de personnes, c'est impossible. Vous ne pouvez pas savoir si ce que vous faites est bien ou pas. C'est juste, c'est trop différent. Ça peut être des gens. Voilà, il y a trop de. Voilà, il y a trop peu de. Comment dire? Il y a trop peu de. C'est trop peu significatif que pour savoir vraiment ce que vaut ce qu'on fait. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a tout un côté argumentatif souvent dans les refus d'investir dans les créateurs qui est souvent monétaire. Hein. Puisque, en fait, souvent on dit, les gens disent oui, bah en fait on n'a pas les moyens. Ou alors ils disent oui, bah en fait on sait pas, on n'est pas sûr des retours que ça va donner. Ce qui me semble réel, hein, voilà, c'est pas des arguments complètement faux, c'est pas des arguments complètement nuls à chier, hein, soyons d'accord. C'est pas tant ça qui me dérange en fait, c'est que aujourd'hui, en fait, si vous voulez, ce sont un peu les marques finalement, et je vais dire un peu le système qui a décidé que ça allait marcher comme ça. Ce qui est normal aussi, hein, je veux dire, enfin, voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas, voilà, moi je suis pas pro-communisme, je suis pas pro-capitalisme. Moi je suis un peu pour un entre-deux finalement. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de système parfait et je pense que quand on est dans un système, il faut juste essayer de régler les problèmes et que c'est un mix de tout. Enfin bon bref, je vais pas détailler ça ici. Mais du coup, en fait, on se retrouve dans ce système, voilà, où les marques sont devenues en fait les producteurs de contenu, de création. Mais sauf que les marques, forcément, bah, elles sont pas là pour prendre des risques. Les marques, elles sont pas là pour se dire, ah ben tiens, ce film, il est vraiment hyper transgressif, je vais investir dedans. En fait, ça c'est qui devrait le faire? Bah, c'est soit les industries en fait de création, mais je vous rappelle Hollywood déjà dans les années 40 qui essayait de maîtriser les films qu'elle sortait et de faire de la propagande enfin parfois politique, parfois voilà, hein, je veux dire ça n'a pas voilà ça n'a pas tellement changé dans le sens où ils ont une grosse influence et ces boîtes sont devenues tellement énormes qu'elles choisissent quand même ce qu'elles produisent et ce qu'elles ont envie de mettre en avant ou non. Et elles ne prennent pas forcément non plus de risques. Et d'un autre côté, vous avez aussi les marques qui simplement, elles veulent faire de la publicité, elles sont fucking pas là pour prendre des risques et pour payer 1000 ou 2000 balles un projet pour qu'au final, il n'y ait peut-être pas de retombées en fait. Même si, voilà, en sachant que s'ils payent peut-être, voilà, c'est vrai qu'ils vont peut-être mettre 1000 ou 2000 balles, peut-être dans, je sais pas moi, 20 projets, mais alors que le prix sera le même que pour un gros streamer, par exemple, puisque du coup, là, ils pourraient se payer un gros streamer avec tout ce budget, mais là, ils vont payer plein de petits, et sur ces 20 projets, il y en a peut-être un qui va être super bien et qui va super bien fonctionner. Et que grâce à ça, du coup, ils vont pouvoir avoir bonne presse, mais non, en fait, parce que c'est pas ce qu'on vous apprend en marketing. En marketing, on vous apprend qu'il faut des résultats, il faut des résultats concrets, et il ne faut pas prendre des risques, il ne faut pas dépenser de l'argent dans des choses qui ne vont rien apporter. Et en fait, d'un côté, on a ça, et puis d'un autre côté, justement, et c'est un peu l'article que j'ai voulu prendre, d'un autre côté, en fait, on a aussi des aberrations dans le système. On a des choses qui ne sont absolument pas, à mon sens, logiques comme choix. Donc je vous propose de lire vite fait cet article, et puis après, bah, de faire une mini conclusion finalement sur tout ça. Donc c'est un article de Libération, Métaflop, métavers de l'Union Européenne à 387 000 €, des trombones, une voix robotique et 10 clampins.
Mi-octobre, l'Union européenne a lancé une plateforme numérique afin de promouvoir ses activités auprès des 18-35 ans. Problème, l'univers à 387 000 € reste pour l'instant quasi vide. Alice au pays des merveilles n'aurait pas fait pire bad trip. Des personnages en forme de trombone et aux couleurs chamallow dansent sur de la house minimaliste, le tout en bord de mer. À côté de la statue géante d'un homme rouge en train de lancer un coronavirus inspiré d'une sculpture de l'artiste sénégalais Diadji Diop. Ce métavers quasi mystique est l'œuvre de l'Union européenne. Selon le média professionnel Devex, la plateforme accessible gratuitement a coûté environ 387 000 €, production et exploitation, au département d'aide étrangère de la Commission européenne. Et l'accueil est pour l'instant mitigé. Dans le chat commun de l'univers dévoilé mi-octobre, les quelques utilisateurs connectés lancent des bouteilles à la mer. Il y a de vrais gens ici ? Écrit l'un d'entre eux. La question désespérée est légitime. 90% des avatars caoutchouteux que Libération croise sur sa route sont des robots. De quoi faire souffler un autre internaute. Cet endroit est terriblement vide. Il y a une petite vidéo pour ceux qui veulent voir, mais c'est 20 secondes et c'est pas très intéressant, à part qu'on voit que c'est vide et que la musique est vraiment pourrie. Vite, c'est peu dire. Un gala, organisé par la plateforme mardi 29 novembre, n'aurait, selon le correspondant de Devex Vince Chadwick, réuni que 5 personnes. Pendant leur passée sur le site ce jeudi, Libération en a croisé une petite dizaine. En lituanien, un utilisateur défend. C'est aussi parce que c'est quand même très petit. Pas faux. Sur la carte, l'univers ne présente que 6 lieux à visiter. De quoi laisser penser qu'il n'est conçu que pour un bref passage et non une utilisation récurrente. Tout de même, une question demeure. Quel en est l'objectif ? Sac poubelle géant et voie robotique. Sur le reste de l'île 3D, des vidéos passent en boucle sur de faux écrans de cinéma. L'une d'entre elles promeut le programme Bella de l'UE, mettant en avant des personnes d'Europe et d'Amérique latine et rendant possible des partenariats universitaires et professionnels. Dans une autre, Ana Morales, une ingénieure guatémaltèque, explique comment rendre les méthodes agricoles plus durables. Entre deux arbres, un sac poubelle géant nous accueille avec une voie robotique, oui, sensibilisant sur notre production de déchets. Contacté par l'IB, l'UE n'a pas encore donné suite à nos demandes de renseignements. Auprès de Devex, un porte-parole de la Commission européenne explique toutefois que l'idée est de faire prendre conscience de ce que fait l'UE sur la scène mondiale aux 18-35 ans, neutre et pas particulièrement engagé dans les questions politiques. Plus précisément, il s'agit aussi de promouvoir son plan d'investissement global Gateway, grâce auquel la Commission espère mobiliser 300 milliards d'euros d'ici 2027 pour construire de nouvelles infrastructures. Lancée en décembre 2021, l'initiative promeut plusieurs vastes thèmes de campagne dans lesquels elle mobiliserait les fonds tels que le numérique, l'énergie, les transports, la santé, l'éducation. Pas de quoi convaincre les utilisateurs croisés sur la plateforme. Une fois appuyé sur le bouton pour faire coucou, esquisser quelques pas de danse et admirer les affiches, fait le changement climatique, l'un d'entre eux questionne. Combien ça a coûté déjà ? Essaye de ne pas y penser, ironise une certaine Kate avant de se déconnecter. Et en fait, pourquoi du coup j'ai pris cet article ? C'est parce qu'en fait, le métavers, je suis justement, je suis justement en train de tourner des conférences là-dessus. C'est très intéressant, c'est peut-être le futur effectivement, j'ai pas d'avis dessus, c'est encore trop nouveau, il y en a qui, voilà, et il y en a, voilà, je pense que, qui comparent un peu à Internet et au début d'Internet, c'est-à-dire que pour le moment on ne sait pas ce que c'est, et du coup, bah voilà, c'est un peu comme toutes les technologies à l'époque, ça peut être génial comme ça peut devenir complètement rien du tout. Et du coup, voilà, j'ai pas vraiment d'avis dessus, j'ai pas vraiment, je pense que c'est un peu comme les crypto-monnaies et tout, c'est des trucs qui doivent se trouver et qui sont des possibilités, pourquoi pas, qui vont peut-être émerger. Cependant, en fait, je vois la somme de 387 000 € et je me dis, mais pourquoi, en fait ? Pourquoi l'avoir mis là-dedans ? Dans un truc qui, clairement, en tout cas pour le moment, n'est pas commun, n'est pas quelque chose qui est ultra utilisé. Et loin de moi l'idée de dire qu'il faut... Parce que je comprends l'idée derrière, évidemment, des gens qui investissent dedans, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas envie de rater le coche, forcément, puisque déjà 90% des gens ont raté le coche d'Internet, alors ils veulent pas rater le coche du métavers si ça devient le prochain Internet. Mais, avant de faire des trucs gigantesques qui coûtent des milliers d'euros, peut-être qu'il faudrait penser à, d'abord, faire des trucs beaucoup plus soft, beaucoup plus petits, mais plus efficaces. Et peut-être que c'est, je sais pas, disons 350 000 € qui auraient pu être économisés, auraient pu être balancés dans de la communication bien plus intéressante au sein, je veux dire, de l'Union européenne.
parmi justement des artistes, des gens qui, comme moi, cherchent de l'argent pour financer des projets, cherchent des sponsors et seraient ravis en fait de pouvoir parler en plus de l'Union européenne, une initiative quand même publique finalement, hein. Parce que l'Union européenne, c'est pas que, enfin voilà, c'est principalement public, hein, c'est quand même des gens qu'on élit hein, au Parlement européen. C'est aussi, voilà, c'est notre argent, hein, voilà, des impôts qu'on paye qui va dans l'Union européenne. Et, euh, et en plus, à Bruxelles, par exemple, on a plusieurs, voilà, on a plusieurs bâtiments qui sont déjà, parce que je vois qu'ils parlent notamment des infrastructures. On a plusieurs bâtiments en fait qui sont construits par l'Union européenne et pour l'Union européenne en plus. Donc on a des institutions et tout. Et donc en fait moi voilà en fait je comprends pas vraiment parce que d'un côté en fait je me retrouve avec plein de voilà et je vous le dis alors je prends ici l'Union européenne mais en réalité c'est comme ça pour tout. Je vois des marques qui dépensent des cents et des mille dans des campagnes de communication. Il y a une marque qui m'a dit non, désolé, on n'a pas assez d'argent et qui le lendemain annonçait qu'ils avaient fait bénéfice d'1 million de dollars. Qui étaient hyper heureux parce qu'ils avaient fait un partenariat, machin, et qu'ils avaient touché 1 million de dollars. J'en demandais, je crois, 400, je pense. Bon. En fait, moi, c'est vraiment un peu ce côté qui me dérange, c'est que si les sociétés ne veulent pas faire partie de la production artistique, alors qu'elles le disent clairement, hein, qu'elles arrêtent de financer en fait des influenceurs, etc. Et qu'elles payent, voilà, qu'elles payent différemment, je ne sais pas. Je pense que si un jour ça arrivait, parce que je vous disais au début, je crois que la création sur Internet c'est hyper important. Je pense que si un jour ça arrivait, on pourrait voir minimum 50% des contenus sur Internet tomber, sans déconner. Et je pense que si ça arrivait, je pense que les gens auraient beaucoup plus vite conscience à quel point le monde, quand même, hein, se porterait beaucoup moins bien et à quel point on se ferait grave chier quand même sans tout ça. Parce que ça veut dire que des créateurs comme... voilà, parce que il faut pas croire qu'il y a que des créateurs de merde, hein, parce que souvent quand on pense influenceur, on pense au pire. Influenceur, d'ailleurs, je déteste ce terme parce que en fait, c'est pas... Voilà, il y en a, ils sont influenceurs, mais il y en a qui sont créateurs avant tout. Et notamment, ben voilà, je parlais de Zerator, il rentre totalement dans cette catégorie où il crée avant d'influencer en fait, hein. Et en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est important en fait les créateurs sur Internet parce que ça permet de réfléchir, notamment par exemple le Nexus 6 hein, qui permet au travers de la SF de réfléchir sur le monde qui nous entoure et la façon dont on le vit et comment on pourrait le vivre dans le futur. Zerator qui par exemple justement lui montre à quel point que ce soit le The Event mais on va dire c'est encore particulier même sans compter le The Event qui montre quand même à quel point il y a moyen de faire encore de gros événements et de pouvoir s'amuser tous ensemble, même à l'international, parce qu'il fait avec des Belges et des Canadiens et des Suisses par exemple. Donc il montre quand même à quel point on peut aller plus loin. On a Antoine Daniel qui même si voilà il ne fait pas d'événements par exemple, il a montré GeoGuessr, il a fait un peu prospérer je pense en partie GeoGuessr en France et en francophonie. Et je pense qu'il montre à quel point finalement il y a moyen d'être balèze en géographie et à quel point pour moi il a mis aussi en avant le travail en partie de l'OSINT, donc de ces observateurs hein, qui s'occupent de découvrir des éléments, etc. Avec des images chopées sur Internet, aujourd'hui dans les guerres, etc. Enfin bon bref, je pourrais vous donner 1 milliard d'exemples comme ça, vraiment, 1 milliard d'exemples. Mais, euh, mais c'est bon, mais bon, voilà, je pense que de toute façon, à part ceux qui connaissent déjà, je n'ai pas l'impression que voilà, je vais pouvoir ici convaincre d'autres personnes. C'est un peu, voilà, c'est juste un peu un cri de désespoir, je pense, aujourd'hui que je fais, parce que, en fait, si les marques n'investissent plus dans des projets qui sont risqués, qui va le faire? Qui va le faire? À partir du moment où même les algorithmes ne sont plus capables de te mettre en avant, en fait, j'ai l'impression personnellement hein, qu'il y a quand même une espèce de... qu'on va à un tournant où on revient un petit peu à cette situation d'avant YouTube, avant Internet, avant 2011, on va dire, hein,
On va retourner sur des émissions télé à la con, on va retourner sur des produits, des contenus qui sont faits rapidement, le moins cher possible. Et ça, en fait, les gars, c'est la télé, quoi. Et donc, moi, enfin voilà, je pense qu'on va revenir petit à petit vers ce que faisait la télé, en fait, ironiquement. Et tout ça parce qu'en fait, ce que fait la télé, c'est le plus rentable. Mais est-ce que c'est le plus intéressant? J'en suis franchement pas sûr. Bref, je croise les doigts, je croise vraiment les doigts pour qu'on ait de la chance, qu'on ait la chance que le travail qu'on a fait paye enfin, qu'on ait enfin, voilà, qu'on ne doive pas arrêter ce qu'on fait, parce que là, on en est vraiment à ce point-là, où on se pose des questions très profondes sur l'avenir de nos créations. Alors, c'est pas grave, hein, moi, c'est juste que, en fait, je vais me réorienter professionnellement. Mais il y a un côté où je peux pas m'empêcher d'être triste parce que c'est vrai que bah voilà, je pense que je suis pas le seul. Voilà, je ne prétends pas être le meilleur, loin de là, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne sais pas si je ne sais pas si ce qu'on fait est génial ou pas. Si ça se trouve, ce qu'on fait, c'est de la grosse merde, hein. Et peut-être que ça mérite de s'écrouler, hein, tout simplement. Peut-être que ça ne mérite pas de réussir. Mais en fait, je me dis, mais si nous, en se bougeant autant et en ayant autant été proactifs en amont, mais alors les gens géniaux, comment. Enfin, en fait, il doit y avoir plein de gens géniaux qui ne percent pas et qui ne seront juste jamais connus parce qu'en fait, on ne leur donne pas leur chance. Parce qu'ils n'ont pas l'argent de faire comme certains, c'est-à-dire de dépenser des milliers d'euros dans la publicité pour être connus, ou qu'ils n'ont pas la chance de pouvoir parler de sujets comme qui font parler d'eux, hein, par les stars, que ce soit toi quand tu parles de voilà, je vais le dire comme ça, hein, mais quand tu fais une vidéo avec dans le titre je sais pas moi, justement Antoine Daniel ou Zerator, et que tu improvises un petit peu autour ou que tu fais un drama et tout, bah ouais, ça va faire du buzz, mais si t'es pas dans ce délire là, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu peux pas y arriver sans en fait. Donc voilà, c'était un petit peu. Voilà, je suis désolé, c'est peut-être un peu badant. J'ai vraiment pas. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment genre. Je fais un peu face à ça parce que je dois encore dépenser de l'argent pour un projet et c'est moi qui vais devoir le sortir. Donc c'est un peu chaud. Parce que du coup, en fait, bah, petit à petit, même moi, je peux pas continuer à dépenser autant dans un projet qui, malheureusement, ben, pour lequel je ne peux même pas vivre, je ne peux rien toucher, quoi. Et, euh, et en fait, ouais, ça me rend triste parce que ouais, j'ai l'impression qu'Internet, du coup, avec ça, s'uniformise. Et je vois que beaucoup de gens s'en plaignent. Et je pense que c'est important que ici, bah, quelqu'un dise quand même peut-être la vérité que vous ne voyez pas. Que les gros streamers ont du mal à exprimer parce qu'ils ne la vivent plus. Pas ou plus, hein. Et que les petits créateurs comme moi, en fait, finalement, bah, se retrouvent juste comme ça, mais on n'est jamais entendu. Et comme j'ai la chance quand même d'avoir un petit millier d'abonnés, bah j'en profite, quoi. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était une petite parenthèse sur la parenthèse. Et puis, bah écoutez, en tout cas, la parenthèse, je crois que ça continuera parce que ça me défoule un peu parfois de discuter avec vous et tout. Donc voilà. Vous inquiétez quand même pas pour moi si j'ai l'air trop déprimé. Je sais pas trop à quoi je ressemble, donc voilà, mais je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous, en tout cas, plus de chance dans vos projets que moi, du coup. Et puis sinon, bah écoutez, on se retrouve bientôt pour d'autres actualités, tout simplement, hein. Voilà. À bientôt, la bise.